Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui tentent de retrouver un peu leurs esprits. Après une séance encore compliquée hier sur le marché américain, on a vu une baisse entre 2,5 et 3% pour l'indice Nasdaq hier soir à Wall Street. On se stabilise à mi-séance sur les indices européens avec un peu de vert même pour le CAC 40 et les autres indices, le CAC qui évolue sous les 6300 points actuellement. Autant vous le dire, l'ambiance de marché reste lourde. On reste dans une logique de purge avec des investisseurs qui sont un petit peu perdus, en grand manque de visibilité au-delà de quelques jours et quelques semaines. Et pendant ce temps-là, c'est intéressant de noter quand même que quelques grands groupes industriels en profitent pour faire leurs emplettes, comme on dit, et consolider leur position stratégique. Ce sont des deals structurants, toujours intéressants à analyser, qui en disent long sur les enjeux stratégiques au sein d'une industrie, l'industrie de la tech notamment, avec un grand deal attendu peut-être dès demain, en tout cas selon le Wall Street Journal. Le groupe américain de semi-conducteurs annoncera demain, Broadcom annoncera demain peut-être le rachat de VMware, qui est un acteur américain du cloud, un deal qui s'annonce peut-être pour un montant de l'ordre de 60 milliards de dollars. Ce serait un des plus gros deals de l'année, après le deal Microsoft Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars. On surveillera donc cette annonce, une annonce stratégique qui emmènerait Broadcom des semi-conducteurs vers le cloud, une intégration très intéressante dans ce secteur de la tech industrielle. On a vu déjà les réactions de marché, le titre VMware a bien progressé ces dernières heures et ces derniers jours, avec déjà des rumeurs d'intérêt qui ont été pas mal médiatisées. Voilà donc pour les enjeux des entreprises en ce moment. Du côté des banques centrales, beaucoup de communication en ce moment, à l'occasion notamment du World Economic Forum de Davos. Christine Lagarde s'exprime encore aujourd'hui. Et puis on aura ce soir le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui se tenait les 3 et 4 mai dernier. Dernière réunion qui a vu une hausse de 50 points de base délivrée par la Réserve fédérale américaine. En attendant les prochaines, le compte-rendu, les minutes de la Fed donc seront publiées ce soir à 20h heure de Paris. Et puis nous parlerons marché évidemment, stratégie d'investissement et analyse de marché avec 2 invités en plateau avec nous pour cette demi-heure. Delphine Arnaud d'Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Lenouaille d'Avantgarde Investment. Et donc, nos 2 invités pour cette demi-heure d'émission, je le rappelle, Delphine Arnaud, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Delphine. Bonjour. Et bonjour à Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Kevin, je commence avec vous pour décrire peut-être un petit peu le sentiment et le comportement du marché ces dernières semaines. Alors, ce qui a fait l'actualité des marchés, ce sont quand même des avertissements assez lourds émanant de grands groupes américains. On a vu Walmart, Target dans la grande distribution, Cisco également dans le domaine de la technologie. Hier, Snap, évidemment, dans le domaine des médias, des réseaux sociaux et de la publicité. Ce qui est assez commun à tous ces warnings, c'est que ce sont des warnings macro. C'est bien la macroéconomie qui pousse ces entreprises à avertir sur leurs prochains résultats. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous parliez du sentiment général, ça reste de l'incertitude, ça reste beaucoup de perplexité en effet sur l'environnement macro. On se raccroche ici avec des thèmes qu'on avait déjà dissertés ensemble, qui sont évidemment le risque d'un effet ciseau, typiquement en croissance vis-à-vis de l'inflation, évidemment. Et aujourd'hui, en effet, les warnings que l'on a sous les yeux, ce sont des warnings micro entre guillemets, mais qui en réalité ont beaucoup plus d'enseignements macro. On arrive peu à lire les données, donc on se raccroche évidemment à cela. Si on regarde ce dont vous parliez, on parle de Target, par exemple. Il faut avoir en tête sûrement qu'un PIB américain, ça doit être 70% de dépenses de consommation. Donc on prend du Target, on prend du Walmart, on prend du Abercrombie également. Ce sont des baromètres exceptionnels évidemment de la vigueur de la consommation américaine, de la volatilité, des amplitudes d'inflation, enfin des amplitudes sur les marges, etc. Donc il est clair évidemment que l'on en tire des enseignements très importants et typiquement sur le segment de la distribution, on peut en tirer 2 assez rapidement. Le premier assez simple, c'est que globalement, je vais trouver la bouée de secours dès à présent, on a plutôt un enseignement positif, c'est encore une robustesse du consommateur américain. J'insiste un petit peu là-dessus, on en a déjà parlé. C'est assez logique parce qu'on avait des poches d'épargne qui étaient assez importantes et donc typiquement chez Target, on n'a pas de problème de volume, on n'a pas de problème de chiffre d'affaires. On a des problèmes de marge. Oui.
Et donc aujourd'hui, le deuxième enseignement, c'est qu'on est dans un choc qui est un choc d'offres et non pas encore un choc de demande. Encore une fois, on essaye de s'accrocher quand même à du positif là-dedans. Le point sur le choc d'offres, il reste le même et il vient évidemment compléter ce qu'on s'est dit également et l'ensemble des hypothèses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur la logistique, on a une difficulté sur le fret. Target, ça doit être 1 milliard, je crois, de surcoût annoncé sur le transport en 2022. Donc il est clair, évidemment, qu'on en tire des enseignements qui sont des enseignements bien plus compliqués qu'uniquement sur Target, très clairement. Mais pour vous, ça reste pour l'instant un problème d'offres avant tout, des groupes qui n'arrivent pas à servir la demande, plus que l'inverse, plus que le début d'une évaporation de la demande, en tout cas pour certains segments de consommation. C'est ce que j'allais vous dire, c'est assez différent. C'est-à-dire que oui, à proprement parler aujourd'hui, ça reste de l'offre. Là où le marché est très tendu, évidemment, c'est la diffusion qu'il va y avoir dans la demande, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans qui nous sont annoncés par certaines sociétés pour maintenir leur demande, ils sont quand même pas extrêmement, j'allais dire, lyriques et extrêmement attrayants. Ce sont plutôt, au contraire, pour certains, des plans désespérés. Donc oui, on a cette crainte à un moment que ça vire vers la demande, mais de notre point de vue aujourd'hui, ça reste un choc d'offres. Un choc d'offres sur la chaîne logistique. Vous en avez ici largement parlé, que ce soit évidemment la chaîne logistique asiatique, sur le prix des matières premières, sur les coûts du fret, etc. Quand on regarde la manière, le comportement de marché, depuis quelques semaines, depuis le début du mois de mai, on a l'impression qu'on est rentré dans une phase un peu différente. En tout cas, une relation entre les marchés obligataires et les marchés actions qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on voit quand même des taux qui se détendent. Et depuis le début du mois, on était à 3,15 sur le 10 ans américain, on est à 2,75 et même un peu moins aujourd'hui. Donc une détente quand même de quelques dizaines de points de base. Et dans le même temps, on voit les marchés actions continuer de baisser. Valeur de croissance en tête. Hier, c'est assez spectaculaire. Quand on regarde le price action de la séance d'hier aux États-Unis, les taux américains baissent de 10 points de base sur la partie longue. Le Nasdaq chute encore de 3%. C'est assez nouveau quand même. C'est assez nouveau, mais... Le Nasdaq baissait déjà avant, depuis le début de l'année. Mais il baissait parce que les taux montaient. Là, les taux baissent et continuent de baisser. Alors, je vais tirer un trait très rapide. Le Nasdaq continue de baisser ou les valeurs survalorisées, on va le dire comme ça, comme on les a appelées ensemble, elles continuent de baisser parce que les taux sont trop hauts et non plus leur mouvement en tant que tel. Ça, c'est en tout cas notre point. Après, ce qui me semble intéressant, c'est que dans ce dessin de marché que vous faites, ça reste ce qu'on peut appeler un chaos organisé. Le chaos, c'est évidemment les séances qui sont très chaotiques. L'organisation, encore une fois, c'est que la value, elle continue de surperformer. C'est vrai. Hier, le Dow Jones, c'est une branche là aussi à laquelle on peut se raccrocher. Là, on revient dans quelque chose qui est beaucoup plus classique. Après, est-ce que des taux aujourd'hui sur ces niveaux-là suffisent à expliquer les valorisations d'il y a 6 mois? Toujours pas. Donc encore une fois, si on n'y était pas il y a 6 mois, il est clair que de notre point de vue également, on ne revient pas, alors on n'en vend plus, on n'a plus rien à vendre en l'occurrence sur la tech, mais on ne revient pas nous-mêmes évidemment sur les valeurs techno, très clair. Mais les valeurs techno, elles ont aussi un point. Vous parliez de Snap tout à l'heure, les valeurs techno aussi, elles donnent des enseignements qui sont particulièrement importants. On peut se dire que la chaîne de logistique est brisée ou en tout cas qu'elle est très abrupte. Bon bah regardons les services. Lecture des résultats de Snap, on a une vraie difficulté sur le segment publicitaire. C'est tout le domino macro en réalité qui commence à être poussé. On sait que ce sont les premiers budgets qui seront coupés quand les temps seront plus compliqués. Évidemment. Et le fait de voir la value qui continue de bien tenir à ce stade, si les inquiétudes sont en train de basculer de l'inflation vers la croissance, c'est quoi? Ça reste un mouvement tactique uniquement? De voir la value continuer de surperformer alors que les inquiétudes se portent aujourd'hui sur la croissance, ça paraît un peu paradoxal d'une certaine manière. Ça ne me paraît pas paradoxal, pardon. Je vais aller quand même dans le sens de votre question, à savoir oui, pour nous, ça restera du tactique. D'accord. Parce qu'il y a un repricing aujourd'hui sur la croissance. Tactique veut dire 3, 6 mois, peut-être 9 mois, ça je ne le sais pas. Les statistiques sont tellement on va dire aberrantes et volatiles que je ne me risquerai pas à plus de prévisions. Mais globalement, oui, le mouvement value aujourd'hui, pour moi, il reste un mouvement tactique à part entière. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on sort d'un dépricing justement des values qui est historique, donc on a encore du chemin à parcourir. On a encore beaucoup de chemin à parcourir, et surtout ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le segment value, on peut regarder en indiciel, mais là non plus, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Quand on fait par contre la granularité, dans ce segment-là, vous avez de la cyclicité. On a des valeurs, on parlait tout à l'heure des valorisations, vous avez des certaines valeurs qui ont des valorisations qui ont augmenté depuis le début d'année, et pas non plus les valeurs totalement inconnues. Vous prenez du Eli Lilly, une valeur assez emblématique américaine, on a une revalorisation. En VE sur EBITDA, on doit gagner à peu près 10 points.
Ça veut dire si la value reste encore un call tactique, ça veut dire qu'il ne faut pas trop jouer à se faire peur non plus sur l'idée de la récession. C'est ce que je comprends, Kevin. C'est également. Oui, ça fait peur parce qu'il y a une marche à la baisse sur la croissance, mais entre une marche à la baisse et une récession, il peut se passer un peu de temps. Là, on en revient absolument sur ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord avec cela. On en revient sur ce que l'on se disait il y a, je pense, 1 an. C'est-à-dire qu'on a un cycle qui est beaucoup plus court, qui est beaucoup plus racé. De notre point de vue, on est encore en milieu de cycle. Le paradigme change, ça très clairement, et cela fait mal, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, on est encore dans une phase qui est une phase non pas expansionniste, mais une phase de milieu de cycle qui nous permet de ne pas encore basculer vers la récession. Donc oui, en tout cas, la stratégie que l'on tient, c'est que la marche est haute, très haute, ça j'en conviens parfaitement. On a un repricing sur les valeurs qui sont les plus excessives, sûrement. Et il y a d'ailleurs là-dedans aussi des excès. Aujourd'hui, les repricing GAFAM, pour moi, sont pour certains assez incompréhensibles. On en avait parlé ensemble, très clairement. Par contre, de là à juger que demain on sera en récession, c'est pas notre point de vue. Oui, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui vous paraît incompréhensible dans les repricing GAFAM, comme vous dites, Kevin ? Ce qui me semble assez incompréhensible dans les pricing GAFAM, c'est globalement aujourd'hui, on arrive sur des pricing qui sont plus du tout cohérents, non plus avec il y a 2 ans, mais avec même le trait qu'on peut tracer à 10 ans. On peut parler de moyenne de valorisation. Alors là, aujourd'hui, on s'effondre. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui pêche, c'est la valorisation et pas les earnings. Et encore une fois, on en avait parlé là aussi il y a 1 mois. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fondamentaux. Or, alors, je ne les prends pas tous, évidemment, un par un, mais vous prenez l'exemple type d'Alphabet. Sur Alphabet, aujourd'hui, la baisse me semble totalement inconsidérée. Ça ne signifie pas qu'on soit au creux de la baisse. Non, ça montre bien que c'est le sentiment et la psychologie là, qui l'emportent aujourd'hui sur ces marchés. La pyramide de tout cela, enfin le point commun de tout cela, le dénominateur commun, c'est la confiance. La confiance, elle n'y est plus. Elle n'est plus chez les investisseurs, mais à la rigueur, c'est beaucoup moins grave. La confiance, elle doit d'abord revenir à la production, à la consommation, et ensuite elle reviendra chez l'investisseur. Mais globalement, aujourd'hui, cette confiance étant évaporée, il y a des excès qui sont des excès très forts. Ça ne signifie pas, encore une fois, que ça soit terminé. Par contre, encore une fois, dans une gestion à moyen terme, oui, on a réaugmenté nos expositions sur ce qu'on appelle de la croissance américaine, mais de très grande qualité. Et donc, perte de confiance pour l'instant, ça veut dire quand même, si la croissance tient et si la demande reste décente, ça veut dire que c'est un feu vert pour la Réserve fédérale américaine pour continuer de monter ses taux, au moins pendant encore quelques temps. On a un peu de visibilité sur les 2 prochains meetings. On sait que... Toute chose égale par ailleurs, ce sera 50 points de base à nouveau pour chacun des 2 prochains meetings. Au-delà, c'est quoi ? C'est une question ouverte pour vous, Kevin ? C'est une question ouverte, oui, totalement, parce que globalement, encore une fois, les données sont tellement volatiles qu'on va leur laisser la main pour faire cela. On n'a jamais été des apôtres de taux particulièrement bas, et aujourd'hui, justement, l'augmentation des taux, pour moi, plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que le marché a longtemps joué à se faire peur avec l'inflation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une hausse de taux, certes violente et certes inattendue par rapport à la fin de l'année dernière, soit totalement irrationnelle. C'est typiquement aujourd'hui, si on bascule du côté européen, moi j'entends beaucoup plus, j'arrive à donner beaucoup plus de crédit à ce qui est dit par Madame Lagarde. Je juge que c'est, certes, on sort un peu du cadre classique du banquier central qui doit pas, j'allais dire, aller trop loin, se préengager. Mais globalement, Madame Lagarde est face à un laboratoire américain où ça se passe quand même moyennement bien. Je vais rester neutre. Madame Lagarde est en train d'ancrer des anticipations très fortement. Alors le consommateur ne le voit pas, il le verra en dernier, mais auprès des entreprises et auprès du marché. Donc ça me semble tout à fait intéressant. Et oui, la hausse de taux ne nous fait pas craindre grand-chose. Je comprends. C'est bien de voir cette normalisation arriver également en zone euro, même si c'est pas facile, même si c'est un petit choc. C'est maintenant ou jamais. Exactement. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est loin d'être une étape qui est une étape facile. C'est vraiment un changement de paradigme. Par contre, pour la sainteté de l'ensemble de l'édifice à moyen terme, oui, je vais acheter une hausse de taux, sans aucun problème. Et donc, au final, vous dites, on est quand même plus confortable toujours avec le marché américain, à ce stade en tout cas. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on était légèrement revenu positif sur le marché européen, absolument. Là, on est en train de faire, non pas un pas en arrière, mais en effet, on se remet sur le marché américain. Pour des raisons qui sont des raisons justement beaucoup plus généralistes en termes macro, puisque globalement, vous le savez, on adopte toujours un décalage de cycle. Typiquement aujourd'hui, si on considère que le plus dur est sûrement derrière M. Powell, le plus dur arrive devant Mme Lagarde. Donc oui, ne serait-ce que sur une question de timing, quand on voit les dégradations justement des sentiments de consommation, on va globalement aujourd'hui commencer à rapatrier un petit peu aux États-Unis. Kevin Lenouaille qui était avec nous en plateau. Merci à vous, directeur des investissements d'Avantgarde Investment, invité de Smart Bourse à la mi-journée.
poursuit cette discussion de marché avec Delphine Arnaud, je le rappelle, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Delphine, oui, je voulais qu'on rentre un peu dans le dur du PE et de la partie earnings du PE, de la valorisation des marchés. C'est vrai que voilà, les warnings qu'on a pu évoquer, Walmart ou d'autres, commencent à inquiéter peut-être les investisseurs sur la prochaine saison de publication, avec des marges qui ont très bien tenu jusqu'à présent en agrégé. Qu'est-ce qu'on peut dire des attentes de marché ? Qu'est-ce qu'on peut dire des risques aujourd'hui qui pèsent peut-être sur la partie bénéficiaire de la valorisation des marchés actions, Delphine ? Oui, c'est vrai que là, on a fait le premier round, qui est une revalorisation à la baisse des PE. Moi, ma cible fin d'année pour le S&P, c'était 16. On y est. Ouais. Sur l'Eurostock 50, c'était autour de 12-13, on y est aussi. Donc cette partie-là, on pense qu'elle est faite. Et ce qui justifie cette revalorisation des PE, c'est une crainte sur les earnings. Et donc en fait, là aujourd'hui, on a fait... Donc les prix ont baissé avant les résultats. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. En anticipation des earnings. Et... en fait, là, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que du coup, ces craintes sur ces earnings, elles sont fondées ? On est vraiment au milieu du gué sur cette partie-là. Et donc, le travail qu'on a fait chez Edmond Rothschild, c'est de savoir s'il faut réviser à la baisse les earnings et s'il faut voir pricer de la croissance négative, croissance bénéficiaire négative. Une récession bénéficiaire, pour dire les choses simplement, c'est ça. Récession bénéficiaire. Et en fait, on a déroulé en fait comment viendrait une récession. On a fait l'exercice inverse. Par quel canal est-ce que ça viendrait ? En fait, le premier canal, c'est d'abord la confiance. Et vous l'avez très bien dit, c'est également une dégradation des conditions financières. Et là, on y est. On a une dégradation des conditions financières qui est illustrée par Goldman Sachs, qui suit ça très bien, et qui nous dit que ça va peser de l'ordre d'un peu plus d'un point de croissance en annualité pour l'année prochaine. Conditions financières, c'est tout. On prend le niveau du dollar, le niveau des spreads de crédit, de la volatilité, des marchés actions, etc. Et donc, le durcissement des conditions financières déjà réalisées, c'est déjà un point de croissance en moins pour cette année. Voilà. Alors, on partait de très haut. La croissance attendue en début d'année par les économistes a été supérieure à 4. Là, aux États-Unis, elle est supérieure à 2. Donc, on a déjà fait un bon bout du chemin. Le deuxième, et ce canal, en fait, il va passer beaucoup par le crédit. Quand on a une dégradation... une hausse des taux et une dégradation des spreads de crédit, ça veut dire que les entreprises se financent plus cher. Donc, ce n'est pas juste une revalorisation des PE, c'est également, dans la vraie vie des entreprises, un coût financier dans leur refinancement. Et ensuite, l'autre canal par lequel passe une récession, c'est aussi les inventaires. Ça, c'est un canal qui est assez rapide à se mettre en œuvre et qui nous fait un peu peur. Les inventaires, on sait qu'il y a eu une explosion à cause du Covid de la demande de biens durables manufacturés. Ouais, et en fait, on attend, et Best Buy nous l'a dit hier, on attend un report plus vers les services que vers les biens manufacturiers. Or, les entreprises manufacturières nous disent que les carnets de commandes sont pleins et qu'elles ne voient pas de dégradation de leurs demandes. Donc là, il y a un petit écart entre le discours et ce qui est attendu du point de vue macroéconomique. Qu'est-ce qui se passe si leurs demandes ralentissent ? Elles vont avoir des baisses de chiffre d'affaires en même temps qu'elles ont reconstitué des stocks. Et en fait, elles ont reconstitué des stocks d'autant plus urgemment qu'elles sont passées d'une logique de just-in-time à just-in-case. Donc en fait, quand il va y avoir un ralentissement de la demande, il va y avoir un effet ciseau qui peut accélérer en fait la baisse de la demande des entreprises manufacturières qui se reportent de fournisseur en fournisseur sur le simple fait que le consommateur se reporte vers les services. On a vu chez Walmart ou Target notamment une progression très forte des stocks, de 20% chez Walmart, de 40% je crois chez Target. Vous dites le risque, c'est que les entreprises n'arrivent pas à écouler tous ces stocks qu'elles ont accumulés ces derniers mois.
Oui, le risque, c'est de ne pas pouvoir les écouler, mais c'est aussi de se rendre compte qu'avoir du stock, c'est du BFR. Avoir du BFR, ça coûte cher. Les coûts de financement ont augmenté. Et il faut peut-être une gestion plus rigoureuse de ce BFR à l'avenir. Et ça passe par une baisse des stocks, des commandes un peu plus just-in-time comme avant. Ouais. Ensuite, il y a le cycle de CAPEX qu'on attendait en forte hausse. Donc ça aussi, ça peut décevoir. Et après, toujours dans les effets autoréalisateurs, est-ce qu'on va être en récession ou pas en récession? Il y a aussi sur le consommateur américain l'effet richesse. Ils n'ont jamais autant détenu d'actions qu'aujourd'hui. Les actions sont en baisse depuis le début de l'année. Ouais. Sur le MSCI américain, moins 18%. Même si c'était réfugié sur les actions européennes, en fait, avec l'euro en baisse, c'est le même tarif. C'est la même baisse pour un Américain. % pour un Américain. Et donc cet effet richesse va peser sur la consommation. Ouais. Avec peut-être aussi des effets richesse en provenance de l'immobilier. On a vu la baisse rapide des ventes de maisons neuves hier aux États-Unis sur le mois d'avril. Alors les prix sont encore stratosphériques, mais si les transactions commencent à ralentir, à baisser, c'est les prix qui baissent ensuite sur l'immobilier. Là aussi, ça participe du choc négatif peut-être sur les effets richesse aux États-Unis. Exactement. En fait... L'objectif de la Fed, c'est de ralentir l'inflation. L'inflation, elle pèse sur la productivité des entreprises, elle pousse les salariés à demander des hausses de salaire et elle fait une inflation auto-entretenue. En fait, la Fed d'Atlanta, elle sépare l'inflation qui est de l'ordre cyclique, c'est à peu près 30% de l'inflation, et on retrouve tous les éléments que vous avez mentionnés, et ça, on peut attendre une amélioration. Aujourd'hui, c'est un rythme annualisé de 18%. En baisse par rapport à 20% le mois précédent. Et il y a toute la partie sticky inflation, donc l'inflation un peu plus durable, qui, elle, commence à progresser. Et celle-là, pour l'arrêter, c'est très dur. Ouais. Et dans ce panier-là, il y a l'immobilier. Ouais. Et c'est cet immobilier, ce marché immobilier-là que la Fed doit ralentir. Ça a commencé. Elle a fait la première étape qui est de faire augmenter le taux des mortgages. Ouais. On était à 3% en 2021. Plus de 5. On est à 5,5 aujourd'hui. Et là, ça a un peu rebaissé avec la baisse des taux qu'on connaît actuellement. Et ça entraîne une baisse des volumes. Et la prochaine étape, ça va être une baisse des prix de l'immobilier. Celle-là, ce serait plutôt positif. On va avoir le cash flow à la fin du mois. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Ouais. Une fois qu'on a fait l'exercice, que vous avez fait l'exercice chez Edmond de Rothschild Asset Management, qu'est-ce que vous dites sur les attentes bénéficiaires? J'ai vu, grosso modo, on attend du 9-10% encore aux États-Unis, peut-être cette année. Peut-être un peu plus en Europe. Alors attention, il y a des effets sectoriels importants. Les secteurs liés aux matières premières en général, évidemment, gonflent un petit peu peut-être les attentes bénéficiaires. Mais est-ce que ça vous semble des attentes qui sont ambitieuses, qui sont atteignables aujourd'hui ? Alors en fait, quand on regarde les attentes bénéficiaires, on prend les analystes. Les analystes eux-mêmes communiquent avec les entreprises et les entreprises en fait sont les dernières à avoir les retournements de cycle. Donc aujourd'hui, en fait, les attentes bénéficiaires, on les regarde assez peu, je dois dire. C'est un mauvais indicateur. C'est un mauvais indicateur. En fait, ce qu'on va regarder, il y a 3 types d'indicateurs qu'on va regarder. On va regarder les signaux financiers qui nous indiquent la probabilité d'une récession. Ceux-là ont fortement augmenté, mais ils donnent des faux signaux. En 2018, ils avaient donné des faux signaux. Donc JP Morgan nous dit par exemple 41% de probabilité de récession dans les 12 à 18 mois. Donc ils nous donnent la météo en continu, mais à plusieurs semestres. Ouais. On regarde également les soft data, donc là ce sont les enquêtes avec les indicateurs de confiance à la fois des entreprises et des ménages. Ceux-là, ils pointent plutôt vers un fort ralentissement. Et on regarde les hard data. Alors les hard data, ça c'est un petit peu regardé, c'est pas très fréquent et c'est un peu regardé dans le rétroviseur. Ouais. Et dans les hard data, en fait, on voit déjà une dégradation quand on regarde les retail sales, non pas en prix, mais en volume. On a déjà une baisse des retail sales en volume. On a déjà un ralentissement également du marché du travail. En tout cas, on a l'impression qu'il a atteint son point bas et les jobless claims qui sont sortis. C'est ça, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont marqué un point bas il y a déjà quelques semaines et il y a un petit bottom qui se forme, c'est ça. Et ça, pour le point de l'inflation, c'est plutôt bon puisque ça aussi, c'est le travail de la Fed de ralentir ce marché du travail qui est extrêmement dynamique, trop dynamique.
À ce stade, ça reste contrôlé. C'est quoi le schéma de marché référent qu'on a en tête? On parlait de 2018, Delphine. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le schéma de marché de 2018? Est-ce que c'est effectivement, est-ce que c'est un playbook ou une comparaison qu'il faut avoir en tête pour la période qu'on vit aujourd'hui? Alors, on regarde 2018 parce qu'en fait, on a atteint sur certaines données de marché exactement les niveaux de 2018, que ce soit les spreads de crédit, que ce soit des niveaux de volatilité, que ce soit des niveaux de baisse de marché actions. On a fait 19% au dernier trimestre de 2018. Ouais. C'est à peu près ce qu'on vient de vivre depuis ce début d'année. Et en 2018, ça s'était stoppé et on avait rebondi fortement. Est-ce que ça doit être une référence et comment on a réussi à stopper cette baisse de marché? En 2018, en fait, on était déjà sur un cycle de fin de normalisation de politique monétaire. Là, aujourd'hui, on est au début de la normalisation monétaire partout dans le monde. Et également, en 2018, on avait eu un élément salvateur qui était le pétrole. En fait, le point haut du pétrole était à 76 $ fin septembre 2018. Il a baissé de 40% jusqu'à Noël. Et cette baisse du pétrole a fait un effet positif, baisse des anticipations d'inflation. Ensuite, on a eu les taux d'intérêt qui ont baissé alors qu'ils n'arrêtaient pas de monter. Du coup, ça a permis de faire au moins un actif refuge dans le portefeuille. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de connaître depuis quelques semaines. Et ensuite, du coup, comme il y avait moins de pression inflationniste du fait du pétrole, du coup, moindre resserrement monétaire et ça a sonné la fin du resserrement monétaire de Powell qui a retourné sa veste. Est-ce qu'on peut perdre 40% sur le pétrole en 3 mois là Alors le pétrole, 40%, si c'est ça la question, il faudrait que ça se règle du point de vue de la guerre en Ukraine et pour l'instant on n'y est pas. Ce serait quand même périlleux d'engager les portefeuilles sur cette hypothèse-là. Et ensuite, vous disiez la fête commence. La fête commence et l'inflation, la partie en fait auto-entretenue de l'inflation, il faut l'arrêter aux États-Unis et elle est en train de se mettre en œuvre en Europe. On voit les salaires réglementés commencer à accélérer et donc du coup non, on n'est qu'au début de cette histoire-là. Ouais. Bon, sur le premier trimestre, effectivement, la série sortie hier, on est à 2,8% je crois de hausse des salaires négociés en Europe sur l'ensemble du premier trimestre. On était à 1,6% sur le quatrième trimestre. Donc voilà, ça part, ça commence. C'est pas les niveaux des États-Unis. Non, loin. Et puis il y a des effets pays par pays, etc. Donc on est sans doute au global un peu en dessous de 2,8%, mais c'est quand même un chiffre qui montre que, effectivement, d'un trimestre à l'autre, les négociations salariales avancent dans les différents pays européens. Merci beaucoup à vous deux, Delphine Arnault qui était avec nous, je le rappelle en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, et Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde Investment pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une heure complète d'émission sur Bismart.